Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 13 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bienvenue Max. Welcome, Max. Nothing to do. I want to start, Scott, with Donald Trump. Je voudrais commencer, Scott, par la visite de Donald Trump en Chine. Mais avant d'en arriver là, on peut peut-être commencer par la dernière interview de Benjamin Netanyahu dans l'émission 60 minutes. Quand on lui a demandé « Comment voyez-vous l'avenir de la guerre au Moyen-Orient ?» Il a répondu « Nous sommes à quelques mois de mettre fin à la guerre. » Et qu'est-ce que ça veut dire, à quelques mois? Qui va se battre pour lui? Et quelle est la situation actuelle du conflit au Moyen-Orient? What is the current situation with the fight in the Middle East? Benjamin Netanyahu vous dit que vous êtes à quelques mois de quelque chose. Je pense qu'il faut être prudent, parce que depuis une trentaine d'années, il nous répète qu'on est à quelques années ou à quelques mois de voir l'Iran se doter de la bombe nucléaire. Apparemment, sa relation avec le calendrier est assez souple. Honnêtement, je me fiche complètement de ce que dit Benjamin Netanyahu, parce qu'il est tout simplement hors sujet. Aujourd'hui, on parle d'une situation où les États-Unis n'ont plus vraiment la capacité de mener un conflit armé significatif contre l'Iran de manière conventionnelle. Vous savez, le président Trump se heurte à des réalités très dures, qu'il a peut-être tendance à balayer d'un revers de main sur la pelouse de la Maison-Blanche quand il dit « Je me moque du coût économique pour le peuple américain ». Tout ça, c'est au nom de la bombe nucléaire iranienne. Eh bien, il n'y a pas de bombe nucléaire iranienne. Mais il y a un coût économique énorme pour le peuple américain et ça va se traduire politiquement au détriment du président. Et Benjamin Netanyahu doit comprendre, comme la plupart des Israéliens d'ailleurs, qu'à partir du moment où on joue avec l'économie américaine et qu'on se retrouve du mauvais côté de cette équation, c'est-à-dire qu'on est perçu comme responsable de la chute, sans être associé à la reprise, eh bien, on devient le problème, pas la solution. Et en ce moment, Israël est clairement le problème. Vraiment le problème. Israël ne peut rien faire sans les États-Unis. Et aujourd'hui, on voit le soutien à Israël s'effondrer aux États-Unis. Environ 60% des Américains apparemment ne sont pas enclins à soutenir Israël de manière favorable. Benjamin Netanyahu, lui, est juste en dessous de 59%. Je pense que la marge d'erreur pourrait le faire basculer d'un côté ou de l'autre. Mais le fait est que plus personne ne se soucie de ce qu'il dit, parce que ses paroles n'ont plus aucune importance. Je veux dire, oui, Israël est un fauteur de troubles. Oui, Israël va créer des problèmes. Mais l'idée qu'Israël soit maintenant celui qui tient le volant, non. Et je dirais aussi, tu as parlé de la Chine, et maintenant tu parles d'Israël. Toi et moi, et je pense d'autres aussi, on comprend le rôle qu'Israël a joué dans l'aggravation de ce conflit. Tu sais, Netanyahou et le directeur du Mossad sont allés à la Maison-Blanche le 11 février, et ils ont vendu au président une belle histoire complètement fausse. Et voilà où on en est. Maintenant, on est en guerre. Le président se retrouve avec une situation pourrie sur les bras. Tout le miel et les roses qu'on nous promettait avec ce conflit, non. Au final, c'est juste 100% de la merde. Et ça pue terriblement. Et le président ne sait pas quoi faire. Israël n'est pas la solution. C'est le problème maintenant. Et Netanyahou n'est plus au volant. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y avait un agenda plus large derrière tout ça, bien au-delà de l'idée d'un grand Israël. Oui, ça satisfait un certain courant sioniste qui a pris le contrôle de la politique étrangère américaine et qui, disons-le, exerce une forte influence dans l'État profond. Mais Trump joue un jeu bien plus vaste, un jeu de domination mondiale. C'est presque comique aujourd'hui de repenser à tous les mensonges qu'il nous a racontés pendant sa campagne. Tout ce qu'il disait était faux. Il ne cherchait pas à redéfinir la relation du pays avec le reste du monde, où l'ordre international fondé sur des règles ne serait plus le moteur,
et où les États-Unis reconnaîtraient et croiraient en un monde multipolaire. Non, Trump a menti tout du long. Il veut dominer le monde entier. C'est sa personnalité. On aurait dû le savoir. On sait qui est cet homme. On sait que c'est le plus grand égomaniaque de la planète. Il ne peut jamais rien partager avec personne. Donald Trump veut être le plus fort et tout contrôler. Et ce qu'on voit avec la Chine, c'est que la décapitation de Maduro au Venezuela devait s'ajouter à celle de Khamenei en Iran pour créer une situation où ces deux pays, qui fournissaient du pétrole à la Chine, l'une des plus grandes économies du monde et un concurrent majeur des États-Unis, en contrôlant le flux d'énergie vers la Chine, on cherchait à freiner le potentiel économique chinois et à créer des opportunités pour nous, notamment pour combler le vide dans le Pacifique. C'est de ça qu'il s'agissait dans ce conflit. Il n'a jamais été question du programme nucléaire iranien. Ça, c'était juste le prétexte que le président a utilisé pour vendre la guerre au public américain. Et ce prétexte commence à s'effriter sérieusement, parce qu'au fond, même si on ne réclame pas de preuves avant d'entrer en guerre, une fois que la guerre touche notre économie, là, on veut des preuves. Et il semble bien qu'il n'y en ait aucune, montrant que l'Iran représentait une menace. Le président a un problème de politique, un problème de récit, mais il a aussi un problème géopolitique plus large, parce que le monde qu'il essayait de construire s'est effondré sur lui. L'effort pour contrôler le flux d'énergie vers la Chine a échoué. Je veux dire, oui, la Chine est coupée du reste, mais il ne va pas en Chine pour dicter les conditions d'une reddition chinoise. C'était pourtant son intention initiale le mois dernier, et c'est pour ça qu'il a dû annuler le voyage. Là, il va en Chine, en gros, pour demander de l'aide, pour dire aux Chinois comment on s'en sort, comment on sort ensemble de ce bourbier dans lequel on s'est mis. Et les Chinois, je pense, vont lui rappeler que c'est un bourbier qu'ils ont eux-mêmes créé, mais qu'ils sont prêts à aider. Ils vont essayer de trouver une issue, d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, il ne s'agit pas ici de Benjamin Netanyahou qui serait aux commandes. Il s'agit de l'échec de la vision mondiale de Donald Trump, de l'échec de la vision mondiale de Scott Ritter. On continue d'en parler. D'ailleurs, Pete Hegseth a souligné la nécessité de son propre rôle, justement à cause de l'incompétence de cette campagne militaire. Mais l'incompétence de Scott Ritter se voit aussi. Cet homme a toujours cherché à utiliser les marchés de l'énergie pour mettre des nations à genoux. Il a même dit clairement, on va mettre la Russie à genoux. Alors, comment ça s'est passé, Scott? Pas terrible, hein? Ouais. Et maintenant, il veut mettre la Chine à genoux. Ça ne marche pas très bien non plus. Pas vrai, Scott? Du coup, je pense que le président va finir par mettre Ritter sur la sellette. Il reçoit de très mauvais conseils, de tous les côtés. Mais bon, parlons de Netanyahou. C'est un homme vieillissant, malade, qui n'a plus de véritable soutien politique en Israël. Il se maintient au pouvoir en inventant des menaces sécuritaires qui n'ont fait qu'affaiblir Israël. Quel problème a-t-il vraiment résolu? Il n'a pas réglé le problème du Hamas. Demandez donc à Tsahal comment ça se passe au Liban avec le Hezbollah. Vous savez, on disait qu'on avait détruit le Hezbollah, qu'on avait tué Nasrallah, qu'on avait eu ce coup du beeper. On se vantait d'être si efficace. Mais attendez une minute. Pourquoi des soldats israéliens meurent-ils par dizaines chaque jour? Ah, parce que le Hezbollah est bien vivant, qu'il se bat et qu'il gagne. Le problème syrien, lui, n'est toujours pas réglé. Et c'est un très gros problème. Il y a maintenant un nouveau défi, celui de la Turquie, qui est en pleine ascension. Et puis l'Iran, qui devait être décapité, éliminé, est toujours là, et son soutien au Hezbollah ne fait que croître. Le lien qu'on pensait rompu après l'effondrement de la Syrie a été, rétabli. Et l'Iran a aussi un allié très solide avec Ansarallah.
Au Yémen, ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz que l'Iran peut bloquer. Ils peuvent aussi fermer le détroit de Bab el-Mandeb quand ils le veulent. Donc ce n'est pas Netanyahou qui tient le volant. Je crois qu'il y a un professeur chinois quelque part qui dit « Israël veut faire exploser le monde entier ». Franchement, je pense que ce type plane complètement. Parce qu'en ce moment, Israël ne gagne rien du tout. Leur armée a montré qu'elle avait de sérieuses limites. La supériorité aérienne est censée être l'atout maître d'Israël. Eh bien, dans ce conflit, l'atout maître, c'est le programme de missiles balistiques de l'Iran que ni Israël ni les États-Unis n'ont réussi à freiner efficacement. La CIA dit qu'ils ont réussi à remettre environ 90% de leur capacité en service. Arashi, en qui j'ai plus confiance que la CIA, affirme que c'est plutôt 120%. Ce chiffre a sans doute encore augmenté, puisqu'il a fait cette déclaration la semaine dernière. Ce qu'il dit, en gros, c'est qu'ils ont reconstitué l'ensemble de leurs forces de missiles balistiques et qu'ils en construisent de nouveaux. Donc, aujourd'hui, ils sont plus puissants qu'au moment où le conflit a commencé. Pour moi, ça veut dire qu'Israël et les États-Unis sont en train de perdre dans cette équation. Et maintenant, aux États-Unis, on débat en interne de ce qu'il nous reste. D'après le sénateur Mark Kelly, il ne nous reste plus rien. C'est ce qu'indique le rapport confidentiel du Pentagone. Maintenant, les gens sont furieux parce qu'il dit la vérité. Ils ne voulaient pas que cette vérité sorte, parce qu'ils voulaient mentir au peuple américain et au reste du monde, pour donner l'image d'une puissance qui n'existe pas. Mais en réalité, nous n'avons pas assez d'armes à longue portée. Nous avons vidé nos arsenaux. Aujourd'hui, on n'est même plus en mesure de faire semblant de croire qu'on pourrait entrer en guerre contre la Chine. Une guerre contre la Russie, c'est impensable. Et on ne pourrait même pas soutenir une véritable campagne contre l'Iran. Si on la lançait, on manquerait très vite de missiles en Iran. Comme je l'ai dit, 120%. On a déjà prouvé qu'on ne peut pas freiner leur capacité. Ils pourront tirer des missiles toute la journée, toute la semaine, tout le mois, jusqu'à ce que toutes leurs cibles soient détruites. On n'a plus d'intercepteurs de missiles. La production ne rattrapera pas le retard avant des années, et sûrement pas à temps pour que ça change quoi que ce soit ici. Donc encore une fois, je pense qu'Israël a perdu son rôle de moteur principal de ce qui se passe au Moyen-Orient. Le moteur principal aujourd'hui, c'est l'Iran. C'est eux qui contrôlent le récit. C'est eux qui contrôlent tout. Et franchement, c'est eux qu'on devrait écouter. 60 minutes devraient appeler Arashi. C'est cette voix-là qu'il faut entendre. Netanyahou, je le méprise. Scott, when it comes to Lebanon, you've just Scott, à propos du Liban, tu viens d'en parler, et je suis sûr que tu as vu ces deux vidéos où on voit des drones FPV frapper des batteries du dôme de fer. Le dôme de fer était censé intercepter ces drones, mais on dirait qu'il n'arrive pas à les détecter ni à les toucher. Quel est le problème avec le dôme de fer? On ne parle pas ici du système THAAD ou du Patriot, mais bien du dôme de fer, celui qui est censé gérer les roquettes et les drones. Iron Dome dealing with rockets and drones. Eh bien, le dôme de fer était censé s'occuper des drones. À l'origine, il n'a pas été conçu pour intercepter des missiles Scud, mais pour abattre les Katyusha et les roquettes artisanales tirées par le Hamas. En gros, ce que faisaient le Hamas et le Hezbollah, c'était utiliser ces roquettes bon marché et peu précises pour saturer une zone, tirer en masse et faire pleuvoir les projectiles au sol. Certaines touchaient leur cible, la plupart non. Mais, du point de vue israélien, c'était du terrorisme. Le dôme de fer a été conçu pour éliminer cette menace, pour offrir un moyen abordable d'intercepter ces attaques à faible coût. Et maintenant, si un drone entre dans le champ de vision des radars de détection du dôme de fer, bien sûr, lui aussi peut être abattu.
Et si vous avez, disons, un missile plus gros qui arrive et qui libère plusieurs ogives, le dôme de fer peut en théorie être efficace aussi. Mais je pense que le taux d'interception serait trop élevé pour que le système puisse tout gérer. Il faut d'autres missiles pour ça. Et on n'en a pas assez. Mais le drone FPV, lui, vole très bas, vraiment au ras du sol. Il passe littéralement sous le radar. Et une fois qu'il a franchi cette barrière, eh bien, comme on le voit, il a le champ libre. Il est là tout simplement. Hezbollah, je suis ça de près parce que je m'intéresse à la guerre des drones depuis un bon moment, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. J'observe la façon dont ils se battent là-bas et je regarde aussi comment les États-Unis s'adaptent à cette nouvelle réalité. Alors j'ai observé les premiers drones du Hezbollah avec beaucoup d'intérêt, parce que, vous savez, il faut du temps pour apprendre à piloter un drone. Il faut de la patience. C'est comme pour tout. Une fois qu'on commence à être à l'aise, la première fois qu'on fait voler un drone derrière des lignes ennemies, on se dit « je dois agir tout de suite. Quelque chose de grave va arriver. Il faut que je bouge maintenant. » Et ce qu'il faut accepter, quand on est opérateur de drone, c'est qu'on va en perdre. Ça fait partie du jeu. Les Israéliens, eux, ont repris le modèle ukrainien parce que les drones FPV, en ce moment, sont guidés par fibre optique pour contourner le brouillage électronique. Et donc, ce que les Ukrainiens font depuis un certain temps déjà, c'est qu'ils tendent du fil de fer barbelé, du fil de fer tranchant, et ils y ajoutent un moteur automatique qu'ils fait tourner. Et quand un drone FPV survole la zone, le câble à fibre optique, évidemment, traîne un peu derrière et pend. Et quand il passe au-dessus d'un fil, il peut s'y accrocher, s'enrouler autour, et là, le fil casse et le drone s'écrase. Donc voilà, les Israéliens font ça. Forcément, tu vas perdre des drones. C'est comme ça. Alors la première chose à apprendre quand on est opérateur, c'est que si ton drone s'éteint en plein vol, tu en appelles un autre et tu recommences. Tu vas en perdre, c'est inévitable. Il ne faut pas considérer chaque drone comme un équipement à $1 million qui doit absolument réussir sa mission. Et puis, une fois sur place, surtout, ne panique pas. Cherchez vos cibles. Donnez-leur un ordre de priorité. Vous êtes sur place. Et si vous êtes là, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous abattre. Prenez votre temps. Au début, les drones FPV du Hezbollah agissaient dans l'urgence. Ils fonçaient littéralement sur la première cible qu'ils voyaient, en ignorant les autres. Aujourd'hui, on voit une vraie maturité. C'est presque comme s'ils se moquaient des Israéliens. C'est un peu « on est là ». Et c'est une tactique que les Ukrainiens et les Russes utilisent aussi entre eux. Le simple bruit du drone a un effet terrifiant. Et si vous regardez les deux vidéos, des deux côtés, au moment où ils entendent ça, toute l'attention de tout le monde au sol est captée. Ils sont complètement concentrés sur une seule chose, abattre cet engin ou s'assurer qu'il ne les touche pas. Une concentration totale. Et je pense que des deux côtés, ils en tirent une certaine excitation. Je veux dire, pour un opérateur de drone, c'est quelque chose de grisant de voir les gars au sol paniquer parce qu'ils pilotent un drone qui peut les tuer. Aujourd'hui, le Hezbollah est très avancé dans ses opérations de drone. Les vidéos qu'on voit en ce moment montrent de la patience, de la maturité, une vraie connaissance des opérations israéliennes. C'est vraiment fascinant de voir à quel point tout ça a évolué. Le Hezbollah est devenu un opérateur très sophistiqué de drones FPV qui, comme on le voit, compte parmi les armes les plus redoutables sur le champ de bataille aujourd'hui. Parce que, du côté israélien, c'est la même chose qui se passe. Les Israéliens mènent leurs assauts classiques d'infanterie et de blindés contre des positions fortifiées du Hezbollah, et le Hezbollah riposte avec des embuscades traditionnelles. Et pour les Israéliens, c'est très coûteux. Du coup, ils se replient. Mais il n'y a pas de zone sûre. C'est ça, la force des drones. Les drones étendent le champ de bataille, la zone de contact, la zone rouge, bien au-delà.
Et je pense que les drones FPV du Hezbollah opèrent jusqu'à une vingtaine de kilomètres en profondeur, un peu comme en Russie et en Ukraine. Vous savez, dans certains cas, ils vont à 50, 60 kilomètres à l'intérieur. Et si le Hezbollah commence à envoyer des drones FPV à 60 kilomètres à l'intérieur d'Israël, Israël va avoir un gros problème, parce qu'il n'y aura plus de zone sûre. C'est d'ailleurs l'une des choses qu'on a vues en Russie. Les gens demandent « Pourquoi les Russes avancent-ils si lentement ?» Eh bien, franchement, essayez donc de mener une guerre avec des drones. On ne peut plus amener la logistique jusqu'à la ligne de front, décharger et partir au combat. Maintenant, on décharge à une quinzaine de kilomètres en arrière et les troupes doivent avancer à pied ou avec des véhicules légers pour éviter la couverture des drones et progresser. On ne peut plus masser les troupes parce que rassembler des troupes, c'est attirer les drones. Donc, toute la guerre a été fragmentée en petites opérations de combat dispersées sur l'ensemble du front, et ce sont les Russes qui les remportent. Mais ça prend plus de temps. Israël va découvrir, dès maintenant, qu'il ne peut plus soutenir un combat de première ligne contre le Hezbollah, parce que pour rassembler et déployer une force, ça crée des opportunités pour les drones FPV. Et puis, pour amener cette force sur place, il faut passer par une autoroute de la mort d'environ 20 km. Le sud du Liban, ce n'est pas un vaste réseau. Il n'y a que quelques couloirs de circulation que les Israéliens peuvent utiliser. Et si ces couloirs commencent à être coupés par les drones du Hezbollah, les Israéliens ont un problème. Oui, les Israéliens ont un vrai problème. Et ces vidéos le prouvent. Scott, avant d'en venir là, avant de commencer, je regardais un de ces commandants iraniens parler pendant la prière du vendredi en Iran. Il disait que, pour les Iraniens, la question n'est pas de savoir si les États-Unis vont attaquer ou non. La vraie question, c'est quel type d'attaque ce sera. Est-ce que ce sera encore une opération d'assassinat? Est-ce qu'ils vont lancer une invasion? Ou bien est-ce qu'ils vont s'en prendre aux infrastructures en Iran? C'est ça, le calcul du côté iranien. Et à propos de Netanyahou, je suis sûr, parce qu'il l'a dit dans l'interview à 60 minutes, il a dit qu'il voulait la poursuite de la guerre. Mais toi, comment tu comprends cette idée de poursuite de la guerre? Et quelle est la réalité derrière ça? Parce que Donald Trump doit rentrer vendredi. Il sera en Chine, puis il rentre vendredi. S'il veut déclencher la guerre, ce serait samedi ou dimanche, quand les marchés sont fermés, et il pourrait la lancer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pense? Commençons par rappeler qu'avant que Donald Trump n'aille en Chine, quelqu'un d'autre s'y est rendu. Je crois qu'il s'appelait Arakchi. Et si je ne me trompe pas, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il est aussi allé en Russie, où il a rencontré Vladimir Poutine. Et, vous savez, l'un des messages qu'Arakchi aurait transmis à Poutine et que Poutine aurait ensuite relayé à Trump lors d'un appel téléphonique d'environ 1h30 concernait les conséquences d'une reprise d'activité militaire majeure contre l'Iran. Je ne connais pas les détails et rien n'a été clairement expliqué. Mais d'après ce que je comprends, en lisant un peu entre les lignes, et corrigez-moi si je me trompe, si je dis quelque chose qui n'est pas exact, dites-le moi, vraiment. Parce que, bon, lire entre les lignes, ce n'est jamais la meilleure méthode. J'aimerais avoir une réponse directe. Mais il me semble que les Iraniens ont prévenu les États arabes du Golfe, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, que leurs principales infrastructures de production d'énergie seraient détruites dès le premier jour si les États-Unis lançaient cette opération. Autrement dit, dès le départ, l'Iran a déclaré « Nous éliminerons la capacité de production d'énergie des États arabes du Golfe si les États-Unis frappent nos installations énergétiques. »
Et maintenant, il y a un nouvel élément. Je pense que les Iraniens disent aussi, nous pouvons couper Internet pour les États arabes du Golfe. Nous pouvons sectionner ces câbles quand nous le voulons. Et ils ont déployé des sous-marins à cet effet, les petits sous-marins de la classe Gadir. Donc il y a ça. L'Iran peut frapper les usines de dessalement, détruire la capacité de production d'eau des États du Golfe, alors qu'on entre dans les mois les plus chauds, sans pluie. Voilà un autre point. Je crois que l'Irak a d'ailleurs dit la même chose aux Chinois. Et je pense que Donald Trump va être averti que ce n'est tout simplement pas une option. Parce que si vous faites ça, les conséquences économiques seront énormes et nous en paierons aussi le prix. Alors, ne faisons pas ça. L'autre problème, c'est la durabilité. Bon, imaginons qu'on se lance dans un conflit avec les Iraniens. Disons qu'on envoie assez d'armes à longue portée pour pouvoir reprendre le rythme de nos anciennes opérations. Ces opérations avaient duré 37 jours. À mon avis, la meilleure estimation aujourd'hui, c'est qu'on serait à court de munitions en moins d'une semaine. Donc on a une semaine de bombardement devant nous. Et on pense accomplir en une semaine ce qu'on n'a pas réussi à faire en 37 jours. Certains disent que le ciblage est meilleur. Le meilleur ciblage, c'était celui du premier jour de l'attaque. Ce jour-là, on a tué 165 écolières. Il n'y a donc pas de solution militaire. Et puis, de toute façon, on n'a plus de missiles intercepteurs. Je veux dire, on a tout mis à nu. On a tout ramené. Les Iraniens vont inonder la zone. On va épuiser nos stocks. Les États arabes du Golfe vont épuiser les leurs. Et ensuite, on sera juste des cibles faciles pour une force de missiles balistiques iranienne qui, avec le temps, est devenue plus puissante, pas plus faible. Et je pense que tout ça sera expliqué à Donald Trump. Alors, ceux qui disent qu'il pourrait y avoir une reprise des opérations militaires samedi, si je devais parier, je dirais non. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Bien sûr, on a affaire à un fou à la tête du pays, littéralement un individu déséquilibré. Je reçois beaucoup de critiques là-dessus. Les gens ne se rendent pas compte que j'étudie cette question depuis un bon moment déjà. En 2019, j'ai assisté à une conférence diffusée sur C-SPAN, réunissant des psychiatres et des psychologues certifiés, dirigée par Bondi Lee, une docteure de la faculté de médecine de Harvard. Enfin, je crois que c'était Harvard. Ils y défendaient l'idée que Donald Trump était un narcissique malin, qu'il présentait une véritable maladie mentale. À l'époque, j'avais réagi. J'avais dit, d'abord, la règle Goldwater interdit de poser un diagnostic à distance. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et puis Donald Trump, ce n'est pas ça. C'est juste un type avec un gros ego. C'est un narcissique, comme presque tous les politiciens. Mais parler de narcissisme malin? Non, non, non. Eh bien, Bondi Lee et ses collègues ont été totalement confirmés. Cet homme est malade mentalement. La preuve est là, sous nos yeux. Tout le monde peut le voir. Ce n'est pas un président, c'est un culte de la personnalité. Je reviens tout juste de Washington. Ce salaud affiche son image sur les bâtiments comme s'il était une sorte de dieu ou, je ne sais pas, un César tout-puissant qui te regarde de haut. Donald Trump qui te fixe d'en haut. Ce n'est pas ça, l'esprit de ce pays. Cet homme essaye de soudoyer des sénateurs, de faire mettre son nom sur des tunnels, des voies ferrées, des aéroports. Pourquoi? Parce que c'est un culte de la personnalité. Alors on ne sait pas comment il va réagir. Et vous savez, c'est très difficile pour un analyste géopolitique, militaire ou en sécurité énergétique, de raisonner logiquement quand on doit traiter avec quelqu'un de mentalement instable. Parce que ces gens-là ne pensent pas de façon logique. Mais si jamais il a un moment de lucidité en Chine, je pense qu'on va lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire, qu'il ne peut pas gagner ce qu'il s'apprête à déclencher. En réalité, ça ne fera qu'empirer pour lui.
Et je pense que Donald Trump, enfin l'un des aspects où son narcissisme peut jouer en faveur d'une issue pacifique, c'est que j'espère, des gens lui disent « Monsieur le Président, votre héritage est en jeu. Ce n'est pas seulement une défaite face à l'Iran. On parle de votre défaite politique aux élections de novembre, qui pourrait entraîner la disparition de tout ce que vous avez construit. La marque Trump serait détruite. Il n'y aurait plus de Trump à l'avenir. Vous seriez effacé de l'histoire des États-Unis. Et peut-être que ça suffira à le faire dire, bon, peut-être qu'on devrait chercher la paix et changer de cap. Je pense qu'il joue un jeu très dur. Donald Trump a tendance à arriver en force, puis à reculer. Il n'est pas très bon dans le rôle du dur à cuire. Il a eu de la chance au Venezuela. Franchement, il a eu beaucoup de chance. Cet hélicoptère MH47 aurait dû être abattu, et tout le monde à bord aurait dû y rester. À la place, un pilote courageux a mené la mission à bien, et ils ont réussi. Mais imaginez si cet hélicoptère s'était écrasé et que 30 ou 40 soldats des Delta avaient péri avec lui. Où en serions-nous aujourd'hui? Ce serait un tout autre monde. Donc oui, il a eu de la chance au Venezuela, mais sa chance s'est arrêtée face à l'Iran. Vous voyez, c'est un homme pour qui il n'y a pas de solution militaire. Il lui faut une solution politique. Et je pense que les Chinois et les Russes vont travailler avec lui pour lui offrir cette issue. Mais ils ne le feront pas directement. Bien sûr, c'est pas comme ça que fonctionne la diplomatie. Mais regardez, on sait que Vladimir Poutine est un homme très intelligent. On sait, si on écoute son discours du jour de la victoire, qu'il flattait l'ego de Donald Trump, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on fait. C'est simplement de la politique intelligente. Et je pense que Xi Jinping, enfin, il y a beaucoup de choses que la Chine pourrait dire en ce moment sur l'Amérique, sur la politique américaine. Et si vous avez remarqué, les Chinois sont restés relativement silencieux cette semaine. Ils retiennent leur coup. Ils ne cherchent pas à porter le coup de grâce parce qu'ils comprennent qu'un accord négocié est nécessaire. Et ils veulent être en position de négocier cet accord. Et pour ça, il faut travailler avec Donald Trump, pas contre lui. Je pense que la réponse de l'Iran à la proposition américaine, celle dont Donald Trump a dit qu'ils avaient mis 4 jours à répondre, en réalité, ils ont eu besoin de moins de 10 minutes pour préparer ce document. Et ça montre bien que le calendrier du côté iranien et celui de Donald Trump ne coïncident pas du tout. Et quand on parle de Scott, parce que si on regarde ce dont l'Iran parle, mettre fin à la guerre sur tous les fronts, lever les sanctions, débloquer les avoirs gelés, tout ça, ce n'est pas entre les mains du président américain. C'est pour ça, je pense, qu'ils parlent de cette manière. Ils veulent quelque chose, s'ils arrivent à un accord, entre 2 pays, pas entre 2 présidents, parce qu'ils ont déjà eu cette mauvaise expérience avec les États-Unis, avec le JCPOA. L'accord avait été signé par le président américain Barack Obama, puis Donald Trump s'en est retiré parce qu'il n'avait pas été ratifié par le Congrès. C'est l'état d'esprit, en ce moment, en Iran, chez ceux qui espèrent parvenir à un accord avec les États-Unis. Quelle est votre lecture de cette situation? What is your understanding of that? Je vais partir des propos de Sergei Lavrov. Les États-Unis sont incapables de conclure un accord. Donc si l'Iran cherche ce genre d'accord, ça n'arrivera jamais, ni sous Donald Trump, ni franchement sous aucun dirigeant démocrate. Les États-Unis, ce n'est pas seulement le président qui est incapable de conclure un accord. C'est tout le pays. C'est la réalité. Alors, le mieux que l'Iran puisse obtenir, c'est un marché. Et ce marché, plus 75 centimes, enfin, même plus 75 centimes, disons 7,50 $, ça vous paie un café. La parole de l'Amérique n'a plus de valeur. Nous sommes devenus une nation de menteurs, de tricheurs, de gens qui trompent. Mais bon, les gens finissent toujours par faire un marché quand ils sont désespérés. Donc le mieux que l'Iran puisse espérer,
c'est un accord de désespoir venant d'un président américain. Mais si l'Iran attend que l'Amérique, en tant qu'institution, se lève et fasse ce qu'il faut, ça n'arrivera pas. Nous sommes incapables de conclure le moindre accord. L'État profond a rempli les centres de décision américains de gens convaincus de la noblesse de l'hégémonie américaine, de l'inévitabilité de la domination américaine. Nous serions, paraît-il, la nation indispensable, et beaucoup croient encore à ces absurdités. Ils ne comprennent pas que le reste du monde voit clair dans ce jeu. Il n'y a plus de façade, plus de masques. Il fut un temps, comme l'a rappelé Mark Carney, le premier ministre canadien, dans son discours à Davos, où le monde jouait le jeu de cet ordre international fondé sur des règles. Mais il a dit, on a toujours su que c'était faux. On a toujours su que c'était juste une façon pour l'Amérique, tu vois, de se servir de nous pour se placer comme une puissance dominante à l'échelle mondiale. Mais tant qu'on recevait quelques miettes, on jouait le jeu, parce que ça nous calmait. Ça nous rendait contents. Le Canada l'a dénoncé. Ils savent qui nous sommes. L'Europe sait qui nous sommes. Tous nos amis, nos soi-disant amis, savent qui nous sommes. Et nous sommes la pire nation au monde quand il s'agit d'intégrité, d'honneur, d'engagement. On ne peut pas nous faire confiance. Et pourtant, il faut bien traiter avec nous. Un Russe m'a demandé, comment fait-on pour gérer l'Amérique? Si l'Amérique est incapable de tenir un accord, est-ce qu'on l'ignore? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Comment on fait avec la météo? On l'ignore? On ne peut pas ignorer la météo. Elle est là. Quand il pleut, on met un imperméable. Quand il fait chaud, on s'habille léger et on s'adapte. Quand il fait froid, on met un manteau. L'Amérique, c'est comme la météo. Imprévisible, changeante, parfois orageuse, parfois calme. Mais on ne peut pas passer un accord avec la météo. La météo ne respectera jamais un accord. Elle les brise tous parce qu'elle est incapable d'en avoir un. Eh bien, c'est ça les États-Unis. Nous sommes la météo mondiale. Et les gens doivent simplement faire avec maintenant. Et je pense que l'Iran va devoir s'y adapter. Je veux dire, je comprends d'où viennent les Iraniens. Je comprends leur méfiance profonde envers les États-Unis, parce qu'on a tout violé. Pas seulement violé, tu le sais bien, on a trahi. On a dit, faisons un accord. Et pendant qu'on parlait d'un accord, on a bombardé 2 fois. Alors oui, je comprends la position des Iraniens. Je te donne simplement mon évaluation honnête. Si tu penses que tu vas obtenir un accord institutionnalisé de la part des États-Unis, tu te trompes. Pas en ce moment. On est incapable de tenir un accord. Le mieux que tu puisses espérer, c'est un accord de désespoir. Et à ce stade, je pense que la Chine et la Russie sont prêtes à accepter ça. Je veux dire, la Chine, en ce moment, on sent une certaine forme de fébrilité, parce qu'elle a besoin que l'énergie circule à nouveau pour que sa machine économique ne soit pas perturbée. Ils ne veulent pas de récession, encore moins de dépression. Ils ont besoin de poursuivre la croissance. Et c'est le moment de le faire, parce qu'on voit des opportunités mondiales qui émergent un peu partout dans le monde. Et la Chine, en réalité, c'est la seule puissance économique capable de répondre à ces besoins. C'est leur chance, c'est leur moment. Mais ils ont besoin d'actions claires pour pouvoir. Scott, comment voyez-vous l'avenir des pays du CCG? Ils ont en gros 2 façons de comprendre la réalité. La nouvelle réalité du Moyen-Orient, du détroit d'Ormuz, du Golfe Persique. Soit ils se rapprochent d'Israël, de la position d'Israël, soit non. Quelle est votre lecture des pays du CCG et de la manière dont ils se comportent? On observe une sorte de fracture, une différence qui se dessine. Les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn d'un côté, et peut-être l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman de l'autre. Est-ce aussi comme ça que vous l'analysez?
Oui, les Émirats arabes unis, c'est vraiment le pire du pire. Je veux dire, ils ont carrément autorisé des troupes israéliennes à s'installer sur leur sol avec le dôme de fer pendant le dernier conflit. Donc en fait, ils sont devenus une extension d'Israël dans le Golfe Persique. En gros, les Émirats, c'est Israël. Et puis, je sais pas, le Koweït, ils peuvent faire semblant autant qu'ils veulent. Le Koweït n'a littéralement aucune marge de négociation. Ils n'ont pas d'armée, pas de revenus. Le mois dernier, ils n'ont rien exporté du tout. Le Qatar, c'est pas mieux. Leur production de gaz naturel liquéfié est à l'arrêt. Ils ont subi des dégâts et il leur faudra longtemps pour redémarrer. Donc oui, ils ont besoin de paix. Mais bon, ils ont la base aérienne d'Al-Udeid et ils doivent composer avec cette réalité. Et puis Bahreïn, le pauvre petit Bahreïn. Vous savez, ils n'ont pas seulement un dirigeant impopulaire, un tyran, un sunnite, mais ils ont aussi une majorité chiite qui pourrait très bien se soulever. Et personne ne veut de ça dans les pays arabes du Golfe. L'Arabie saoudite, maintenant, c'est intéressant. Il y a eu des déclarations, un article du prince Turki, l'ancien chef des services de renseignement, qui parlait du rôle d'Israël et de la réaction saoudienne. Il n'y a pas d'unité entre les pays du Golfe, les pays du CCG. À mon avis, le CCG, en tant qu'institution, c'est fini. On le voit déjà. Il y a toujours eu une profonde animosité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui s'est traduite par des rivalités géopolitiques sur le continent africain. Les Émirats arabes unis se sont révélés être un pays aussi hypocrite que le jour est long. Le génocide qu'ils ont soutenu au Soudan et ailleurs, vous savez, n'a d'équivalent que celui que leur nouvel allié, Israël, commet contre d'autres Arabes, les Palestiniens. Donc l'avenir du CCG, à mon avis, est très sombre. D'abord, il faut reconnaître qu'aucun de ces pays n'est démocratique. Aucun. Ils ont tous ces familles royales qui ont reçu le trône des impérialistes britanniques. Et d'une certaine manière, ils restent encore dépendants du Royaume-Uni et des États-Unis pour leur sécurité. Ce sont des dirigeants qui n'ont aucune légitimité, à part le fait qu'ils disposent d'énormes richesses tirées de leurs ressources naturelles, ce qui leur permet de créer de petites bulles de prospérité que les investisseurs étrangers, les expatriés et les habitants trouvent attirantes. Mais ce ne sont pas de bonnes personnes. Au fond, beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Je ne dis pas qu'ils sont tout mauvais, mais aucun d'eux ne vit dans le monde réel. Aucun ne sait ce que c'est que de travailler dur. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, tu vois, devoir faire attention à son budget. Ce sont des gens qui, sur un simple coup de tête, peuvent prendre un vol pour Londres dans un 747, loger dans les meilleurs hôtels, faire du shopping, rentrer chez eux et ne même pas y penser. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et ils ont réussi à se construire une bulle artificielle de richesse et d'importance sous le parapluie de sécurité américain. Un parapluie qui, aujourd'hui, n'existe plus. Je pense qu'ils commencent à se rendre compte de la réalité. Tous, sauf les Émirats arabes unis. Même si, à mon avis, eux aussi savent très bien ce qu'il en est. Mais ils sont tellement liés à l'axe israélo-américain qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. En revanche, les autres pays du Conseil de coopération du Golfe, je crois qu'ils prennent conscience que le monde a changé et qu'il ne reviendra pas en arrière. Et que, s'ils veulent survivre, si ces élites politiques et économiques veulent rester au pouvoir, ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, c'est que l'Iran est là. L'Iran ne va pas disparaître et il va falloir apprendre à vivre en paix et en harmonie avec lui. Peut-être pas comme de grands amis, mais pas comme des ennemis non plus. Le rôle joué par les États-Unis doit être réduit, voire complètement supprimé. L'époque où l'infrastructure militaire américaine dominait la région est révolue. Pour avancer avec l'Iran,
Il faudra donc renvoyer l'armée américaine chez elle. C'est ce que je pense qu'il se passe en ce moment. C'est très intéressant de voir le rôle que l'Arabie saoudite va jouer là-dedans. Mais c'est aussi intéressant de voir quel rôle la Turquie va jouer. Il faut se rappeler que la Turquie entretient des relations étroites avec le Qatar. La Turquie est aussi un acteur régional. Il y a une importante présence militaire turque au Qatar. Ils sont là, sur place. Je pense simplement qu'on vit aujourd'hui un tout nouveau monde dans le Golfe Persique, un monde où l'Iran est dominant. Et il y a encore plein de gens qui refusent de le reconnaître. Le président, par exemple, traite de traîtres tous ceux qui acceptent la réalité. Et puis, il y a tous ces think tanks. Regardez Robert Kagan. Il a écrit un long article dans The Atlantic où il dit en gros « échec et mat, l'Iran », comme si l'Iran avait tout bien fait. Mais sa solution, ce n'est pas de travailler avec l'Iran pour construire un monde meilleur. Sa solution, c'est une guerre plus grande. Une guerre plus grande. Mais il n'y aura pas de guerre plus grande. D'où viendraient les troupes? Pour former une armée d'1,2 million à 2 millions de soldats, ce qu'il faudrait pour occuper physiquement l'Iran, si tant est que ce soit possible, on n'a tout simplement pas cette capacité militaire. Il faudrait rétablir la conscription. Et je ne pense pas que les Américains soient prêts à mourir pour envahir l'Iran. Pour quelle raison? Pourquoi faire? On n'a jamais vraiment expliqué ça. Ce n'est pas comme si l'Iran avait mené une attaque de type Pearl Harbor contre les États-Unis. C'est plutôt nous qui avons mené une attaque de ce genre contre eux. Donc à mon avis, on est dans un nouveau monde et les pays du CCG vont devoir s'y adapter. Et je ne pense pas que le CCG ait encore beaucoup d'avenir. Parce qu'on ne peut pas parler d'un Conseil de coopération du Golfe dont l'existence repose sur l'opposition à l'Iran tout en continuant à coexister avec l'Iran. C'est un peu comme dire que l'OTAN peut exister et entretenir de bonnes relations avec la Russie. C'est impossible. L'OTAN ne pourra jamais avoir de bonnes relations avec la Russie. Alors si l'Europe veut améliorer ses relations avec la Russie, il faut que l'OTAN disparaisse. Et si les États arabes du Golfe veulent améliorer leurs relations avec l'Iran, il faut que le CCG disparaisse aussi. Vous vous souvenez de la Russie. L'un des principaux objectifs de la Russie dans cette guerre en Ukraine, c'était d'obtenir une architecture de sécurité pour la région. Aujourd'hui, la Chine et la Russie, avec l'Iran, parlent d'une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Est-ce que vous pensez que ce sera la même situation que celle qu'on a vue avec la Russie? C'est-à-dire une partie, les Européens, en l'occurrence, qui ne veut pas participer à ce type d'architecture de sécurité, qui refuse de coopérer avec la Russie pour parvenir à un tel accord. Mais si on met de côté le cas de la Russie, comment ces pays du Golfe Persique pourraient-ils s'unir pour mettre en place une nouvelle architecture de sécurité? À votre avis, est-ce que ça va vraiment se produire? Eh bien, d'abord, je pense que vous dites de mettre la Russie de côté. Mais on ne peut pas. Il faut commencer par la Russie et par la relation entre la Russie et l'Europe. Votre analyse selon laquelle l'Europe n'est pas prête est dépassée. Oui, parce qu'en ce moment même, l'Europe est étranglée économiquement à cause de l'énergie. Exactement. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'Europe dit « il faut qu'on apprenne à parler avec la Russie ». Et des Européens disent « on n'a pas le choix, il faut discuter de la manière dont on peut reprendre, vous voyez, et recommencer à faire venir l'énergie russe. C'est vital pour notre survie. Ils sont vraiment en train de suffoquer. » Oh, vous savez, le conflit au milieu. Oui. Alors, maintenant, on a les pays arabes du Golfe. Et en quelque sorte, ce n'est pas qu'ils aient besoin du pétrole iranien, mais ils ont besoin que l'Iran leur donne la permission de vendre leur propre pétrole, leur énergie. Ils sont à bout de souffle. Ils n'ont pas d'avenir. Ils vont devoir faire affaire avec l'Iran. C'est ça, le point clé.
Il n'y a pas d'alternative. Ils peuvent choisir la voie de la confrontation, chercher à provoquer un changement de régime en Iran, mais ça, on l'a déjà tenté et ça a échoué. L'Iran est aujourd'hui à un tout autre niveau dans la gestion de l'escalade. Il contrôle cette escalade jusqu'au point de non-retour. Mais la prochaine fois que cette guerre éclatera, je pense que l'Iran franchira ce point de non-retour et fera disparaître les États arabes du Golfe en tant que nation viable, économiquement et politiquement. Et je crois que ces États commencent à prendre conscience de cette réalité. Et donc, il y a une nécessité absolue de normaliser les relations avec l'Iran dans le cadre d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle architecture de sécurité. Je pense que, d'une certaine manière, l'Europe et le Moyen-Orient font face à la même réalité, dure et implacable. Comment s'adapter à un monde où les États-Unis ne sont plus présents et ne sont plus capables d'offrir les garanties de sécurité sur lesquelles tout reposait autrefois? Désormais, il faut assumer soi-même la responsabilité de sa sécurité. Et ce faisant, peut-on vraiment maintenir une posture hostile? L'Europe, par exemple, vis-à-vis de la Russie, ou les États arabes du Golfe vis-à-vis de l'Iran? La réponse est non, ce n'est pas possible. Il va falloir apprendre à désamorcer les tensions et à travailler dans une coexistence pacifique, avec la Russie, pour l'Europe, et avec l'Iran, pour les États du Golfe. Vous avez dit que Donald Trump n'allait pas obtenir d'accord ou qu'il n'était pas capable d'en conclure un nouveau avec l'Iran. Mais vous pensez malgré tout qu'il pourrait réussir à faire un deal avec l'Iran. Qu'est-ce que ça signifierait pour les États-Unis et pour Donald Trump lui-même, alors qu'il se dirige vers les élections de mi-mandat? Et quel est le ton, quelle est la perception du peuple américain en ce moment? Bon, si on part de là, d'abord, comme je l'ai déjà dit, il est impossible de décrire avec précision ce qui se passe dans le cerveau de Donald Trump. Et on ne peut pas vraiment répondre à cette question sans savoir ce qui se passe dans sa tête. Ensuite, je ne prétends pas parler au nom de la nation iranienne. Je veux dire, c'est à eux de prendre leur décision finale. Et j'ai entendu des responsables iraniens dire « Nous ne sommes pas là pour offrir une sortie politique à Donald Trump. » Parce que vous savez, c'est quelque chose que je répète souvent. La seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est que les gens rendent politiquement possible pour Donald Trump de déclarer une forme de victoire. Alors, quelles sont les deux questions les plus importantes en ce moment? Le nucléaire et le détroit d'Ormuz. Sur le nucléaire, je pense que l'essentiel, c'est que Donald Trump puisse dire au peuple américain que la voie vers une bombe iranienne est désormais fermée. Et l'accord que le gouvernement omanais a réussi à faciliter et à négocier au 26 février a justement permis cela. Autrement dit, d'un point de vue purement politique, le président va pouvoir dire qu'il a obtenu un meilleur accord que Barack Obama. Et ça, c'est une victoire politique. Donc, à mon avis, tout ce que l'Iran peut faire pour rendre l'accord du 26 février concret, eh bien, il faudra le faire. Et il y aura peut-être d'autres éléments à ajouter. D'abord, on ne connaît pas tous les détails de l'accord du 26 février. Mais, vous savez, je pense vraiment que le fait que l'Iran envoie son uranium enrichi à 60% hors du pays, vers une partie non américaine, disons la Russie, c'est la voie à suivre. En ce moment, les Iraniens semblent réticents. Ce n'est pas qu'ils s'y opposent, mais ils ne veulent pas donner l'impression de céder aux menaces des États-Unis. En revanche, si la question est présentée autrement, peut-être avec un intermédiaire, la Russie, la Chine ou les deux. Et si on dit au président d'attendre un peu avant de proclamer la victoire, le temps que l'accord soit vraiment conclu, je pense qu'on peut résoudre le problème nucléaire. Je ne crois pas que ce soit un obstacle insurmontable, quoi qu'en dise le président. I don't think it's an insurmountable issue, regardless of what the president says. I think it's actually one of the more easily
Je pense que c'est en fait l'un des problèmes les plus faciles à résoudre. Le détroit d'Ormuz, lui, est plus compliqué parce que l'Iran ne peut pas renoncer au contrôle qu'il exerce aujourd'hui. C'est la clé de sa capacité de dissuasion face à la poursuite du conflit. Mais vous savez, il est très difficile d'imaginer un accord de paix dans lequel le monde et les États arabes du Golfe accepteraient d'être pris en otage par les caprices de l'Iran. Donc, je pense qu'un compromis est possible. Et c'est là, à mon avis, que les Chinois vont intervenir. Proposer à l'Iran certaines incitations à la reconstruction, travailler avec les États-Unis pour faire lever les sanctions, pas à long terme mais à court terme, afin de débloquer rapidement les avoirs gelés. Et en échange, que l'Iran accepte une sorte de gestion conjointe du détroit d'Ormuz, peut-être avec Oman, dont ils ont déjà parlé. Une sorte de compromis où ce ne serait pas un contrôle iranien à 100%, mais une gestion partagée, fondée sur un accord. Même si, on le sait, les États-Unis sont incapables de conclure un tel accord. Je pense vraiment que la Chine peut parvenir à un arrangement entre les pays du CCG et l'Iran pour mettre en place une forme d'accord sur le détroit d'Ormuz. Et si ces deux problèmes sont réglés, tout le reste s'enchaîne naturellement. Parce que vous voyez, l'Iran ne peut plus, disons, insister sur la présence de bases américaines. Et ça, c'est un vrai problème politique. Mais la réalité, c'est que les États-Unis ne vont pas pouvoir garder leurs bases dans la région parce qu'elles ont été détruites. Et pour que ces autres États participent à ce projet d'Ormuz, eh bien peut-être ils ne pourront pas avoir de base militaire sur leur territoire, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc je pense que la présence américaine va être considérablement réduite, ce qui, encore une fois, fait partie des exigences iraniennes. Concernant la levée des sanctions, je pense qu'on va voir disparaître les sanctions liées au nucléaire. Par contre, les sanctions sur les missiles pourraient rester en place. C'est un de ces sujets dont on ne parle pas vraiment. On ne leur demande pas officiellement d'abandonner leurs missiles, mais on ne va pas non plus les récompenser. Disons qu'il y aura une sorte de compromis à ce niveau-là. Mais ça finira par s'atténuer avec le temps. Parce que je pense qu'à long terme, ce que les Russes et les Chinois vont dire aux Iraniens, c'est que plus vous vous rapprochez de nous, plus vous rendez difficile pour Israël et les États-Unis de reprendre des opérations militaires plus tard. Si vous voulez une garantie de sécurité, alors tournez-vous vers l'Est, rapprochez-vous, commencez à investir, à faire partie de ce système. Et là, vous rendrez impossible toute discussion du côté américain ou israélien sur une reprise du conflit. Et une fois que vous aurez amené les États arabes du Golfe à accepter une coexistence pacifique avec l'Iran, eh bien, vous sapez les accords d'Abraham. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Israël se retrouve dans une situation très compliquée. C'est un peu comme, tu vois, aller acheter une nouvelle maison en pensant avoir une garantie à offrir et découvrir qu'en fait, tu n'en as pas. Tu sais, les accords d'Abraham, c'est un peu la garantie du grand Israël, le potentiel de développement économique et de prospérité. Quand tout ça s'arrête, il n'y a plus de prospérité, plus de développement économique. Et Israël aujourd'hui ne parle plus de maintenir le grand Israël, mais simplement de survivre tel qu'il existe. Est-ce que c'est seulement possible sans les accords d'Abraham? Je pense que non. Donc voilà. Mais je crois qu'il y a là un grand accord, un grand compromis à trouver. Je pense aussi que les États-Unis et la Russie, enfin le fait que la Russie intervienne pour aider les États-Unis, ça va mettre plus de pression sur l'Ukraine et sur les pays européens pour qu'ils acceptent des conditions qui conviendront à la Russie. Et Trump, lui, il y verra un double bénéfice. C'est aussi comme ça qu'on le vend au peuple américain. J'ai brisé le paradigme mondial. J'ai aidé à résoudre le problème iranien que personne d'autre n'a su régler. Et maintenant, je mets fin à la guerre avec la Russie. C'est tout ce que veut ce narcissique maladif.
du crédit, pour être honnête. Il suffit de flatter son ego. Il s'en fiche du reste. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre le fond des choses. Flatter son ego. Moi, je suis tout à fait pour, si ça permet d'obtenir une paix juste et équitable pour l'Iran et pour la région. Scott, as we talk, we know that Scott, comme on en a parlé, on sait que Lavrov est en Inde. Il vient tout juste d'arriver et Rakshi va s'y rendre aussi. Les ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS vont y tenir une réunion du 14 au 15 mai, 2 jours de discussion. Et à propos de Donald Trump, tu te souviens qu'il était très préoccupé par le dollar et par son avenir. En ce moment, avec la nouvelle guerre au Moyen-Orient, je vois ces pays des BRICS se rassembler d'une manière qui montre qu'ils cherchent une alternative. Ils doivent faire quelque chose à ce sujet. Alors, comment vois-tu les BRICS trouver leur voie? Parce qu'on a tous ces pays réunis, on connaît bien leurs différences, et ils sont loin d'être parfaits. all these countries together, we know the differences among these countries, and they're not perfect, and but they understand perfectly their differences. Et ce qu'ils comprennent parfaitement, ce sont leurs différences. On l'a bien vu avec la Russie et l'Inde pendant la guerre en Ukraine, et aussi avec l'Iran et l'Inde pendant le conflit entre l'Iran et les États-Unis. L'Inde a parfois une attitude un peu ambiguë envers la Russie, envers l'Iran, mais malgré tout, elle fait partie des BRICS. Et on ne voit aucune tension réelle entre la Russie et l'Inde, ni entre l'Iran et l'Inde, parce que ces gouvernements comprennent parfaitement la position de l'autre. Ces pays se rapprochent. Alors, qu'est-ce que les BRICS? Quel est l'avenir des BRICS? Et comment envisagent-ils un avenir meilleur, fait de paix et de prospérité pour les pays qui en font partie? You know, BRICS has great potential. There's no doubt about that. But Vous savez, les BRICS ont un énorme potentiel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Donald Trump, lui, est ouvertement hostile aux BRICS. Et les États-Unis gardent encore la capacité d'influencer l'économie mondiale et l'équilibre géopolitique. Alors vous voyez le cas du Venezuela. L'idée, c'était de le retirer du jeu. Le Venezuela cherchait à rejoindre les BRICS, mais ça, c'est terminé. C'est un message adressé au Brésil sur la domination des États-Unis. Et puis, il y a toute cette idée d'écarter l'Iran des BRICS pour le remplacer par un gouvernement plus favorable à Washington. L'objectif, c'est d'isoler la Russie, de fragiliser le lien entre la Russie et la Chine, et de garder l'Inde plus proche de l'Occident que de l'Orient. and to keep India more on the side of the West than on the side of the East. Trump has been working really hard over time to Trump a vraiment travaillé dur au fil du temps pour affaiblir les BRICS. Et je dois dire qu'avant la guerre avec l'Iran, il s'en sortait plutôt bien. Oui, il faisait du bon travail. Il rendait les choses compliquées pour que les BRICS puissent se développer et mûrir, comme beaucoup de dirigeants du monde, membres de ce groupe, l'avaient imaginé. Mais aujourd'hui, les BRICS sont devenus quelque chose de très solide, de tout à fait viable. L'un des éléments clés, bien sûr, c'est la survie continue de l'Iran. Et je pense que ce qu'on voit dans ces réunions, c'est que les pays des BRICS se rassemblent pour considérer l'Iran comme une voie vers leur pertinence collective. Quant à savoir s'ils vont réussir à régler la question du dollar, je ne suis pas un économiste assez brillant pour répondre à cette question. I'm not a smart enough economist to answer that question. I just will point out some basic things. Je veux juste souligner quelques points de base sur lesquels je me concentre. Encore une fois, Michael Hudson et tous les gens très calés là-dedans pourraient dire « Eh bien, Scott, tu ne regardes pas le bon problème. » J'accepte ça. Mon CV ne dit pas « économiste de renommée mondiale », mais je suis un type connu dans le monde entier qui possède des dollars. Ce que je sais du dollar, c'est que quand on l'a lié au pétrodollar, on a injecté plus de dollars dans le monde que n'importe qui d'autre. En fait, tout notre système, la façon dont l'économie mondiale fonctionne, repose sur le pétrodollar. Et les gens continuent de dire qu'ils veulent remplacer le pétrodollar par l'or, par de l'or. Saying they want to replace the petrodollar with cause. With cause. With what? What nation? Avec quoi, au juste? Quelle nation serait prête à sacrifier toute la stabilité économique rationnelle qu'elle a construite grâce à ses structures et à sa discipline pour dire « Allons-y, on se lance ».
Qui serait prêt à se mettre à imprimer des yuan, des roupies ou des roubles, juste comme ça? À les imprimer, parce que soi-disant, c'est comme ça qu'on crée un pétrodollar. On imprime des dollars. Les Chinois ne sont pas prêts pour ça. Personne ne l'est. Il n'existe aucune monnaie au monde capable de faire ça. Bien sûr, on peut avoir des échanges localisés où l'on commerce dans d'autres devises, et c'est ce qu'on voit en ce moment. L'Iran le fait avec la Russie et d'autres aussi. Mais il y a une limite. Il y a un plafond, parce qu'il n'existe qu'une quantité limitée de ces monnaies, et ces pays ne sont plus ou n'ont jamais été du genre à faire tourner la planche à billets. Donc je pense que l'un des objectifs de la Russie et de la Chine, c'est de ramener de la stabilité dans le système économique mondial. Ce qui veut dire que, pour l'instant, le dollar restera la monnaie de réserve internationale. D'autres pays peuvent compenser ça avec des paniers de devises ou d'autres mécanismes du même type. Mais je ne crois pas que qui que ce soit prêt aujourd'hui à remplacer complètement le dollar. Et tant qu'on n'est pas prêt à le faire, il faut apprendre à composer avec le dollar. Et c'est justement pour ça, encore une fois, que je pense que les rencontres avec Xi sont importantes. Vous savez, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on parle même d'une possible rencontre entre Poutine et Trump avant la fin de l'année. Il y a des rumeurs, des chuchotements à ce sujet. Je pense qu'on voit les États-Unis, après la défaite en Iran, obligés de réajuster leurs ambitions à l'échelle mondiale. D'abord, on a besoin du pétrodollar pour survivre. Notre économie en dépend totalement. Sans ça, on ne tiendrait pas. Ce serait l'effondrement complet de l'économie du dollar. Et personne dans le monde ne veut que ça arrive. Autant les gens peuvent détester les États-Unis, il faut comprendre une chose. Nous sommes la plus grande économie du monde. Le monde ne peut pas fonctionner sans notre économie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est nous qui tenons le volant. Ce que le régime de sanctions est en train de détruire à l'heure où nous parlons. Bien sûr que oui. Les sanctions, c'est horrible, c'est stupide, c'est suicidaire, c'est insensé, c'est fou. Je suis d'accord, je ne défends pas le régime des sanctions. Ce que je dis, c'est que le monde ne cherche pas à détruire l'économie américaine. C'est la présidence Trump qui cherche à détruire l'économie américaine avec les droits de douane et les sanctions. Je pense qu'on va voir une normalisation à cause de ça, parce qu'on a besoin de stabilité maintenant. Trump ne peut pas soutenir cette posture arrogante que, vous savez, la stratégie de sécurité nationale mettait en avant et que Scott Ritter essayait de projeter sur le plan économique. On ne peut pas faire ça. Il va falloir apprendre à s'entendre avec les autres nations. On est devenu incapable de conclure des accords parce que franchement, moi je ne ferai plus confiance aux États-Unis à ce stade. Ne baissez jamais la garde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité impose les solutions. Et la réalité actuelle, c'est que la vision américaine d'une hégémonie durable s'est effondrée. Nous n'avons plus la capacité militaire pour la maintenir, ni la puissance économique pour la soutenir. Et nous n'avons plus la possibilité d'utiliser la menace de la violence américaine, qu'elle soit militaire ou économique, pour obtenir les résultats que nous voulons. Il va falloir travailler avec le reste du monde. Même si ce n'est pas toujours simple de travailler avec l'Amérique, c'est la réalité. Ce voyage en Chine, tout le monde devrait y prêter attention, parce que c'est le premier test pour savoir si Donald Trump est capable de s'adapter à ces nouvelles réalités. Si en sortant de Chine, il n'a rien obtenu, ce sera le signe que les États-Unis ne sont pas seulement incapables de conclure un accord, mais même d'en imaginer un. En fait, Trump est incapable d'adapter sa vision du monde, profondément narcissique, à la réalité. Donc ça va être intéressant à observer. La réunion en Inde, en ce moment, je pense que, encore une fois, il faut se rappeler que tout comme l'Amérique essaye de s'ajuster à ces nouvelles réalités, le reste du monde s'y adapte aussi.
C'est vraiment un monde nouveau qui se dessine. Il y a 3 mois à peine, personne ne parlait d'une Amérique impuissante. Tout le monde parlait de Taïwan en disant oui, les Américains pensent qu'ils vont faire ci ou ça. Mais il y avait toujours cette petite question dans les esprits. Est-ce que l'Amérique en est vraiment capable? Après tout, c'est une grande puissance militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat là-dessus. On n'a tout simplement pas la capacité de le faire. En Europe, on ne parle plus, vous savez, de la suprématie de la puissance aérienne américaine. On reconnaît qu'il y a des limites à cette puissance, surtout quand on a déjà utilisé toutes nos munitions à longue portée. Du coup, l'Europe commence à parler de la possibilité d'agir seule. Mais alors, qu'est-ce qu'il va advenir d'AUKUS? Qu'est-ce qui va se passer pour le Quad? Et pour l'accord tripartite avec la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis? Maintenant qu'on a retiré tous les systèmes de défense aérienne de la région, on vient tout juste de dire aux Japonais, et pour eux, c'était essentiel, qu'ils devaient pouvoir garantir une capacité de riposte en cas d'attaque de la Corée du Nord, qu'ils devaient avoir leurs propres moyens de frapper en retour. Tout ça reposait sur l'achat de 400 missiles Tomahawk aux États-Unis. Et on vient tout simplement de leur dire « Non, vous ne les aurez pas ». Toute la stratégie japonaise était construite là-dessus. Maintenant, ils doivent la repenser. Le monde entier doit s'adapter. Les amis et alliés supposés de l'Amérique doivent s'adapter. Mais ceux qui s'opposent aux États-Unis doivent aussi s'adapter. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe en Inde en ce moment. C'est le grand ajustement. Mais tu sais, tu sembles plus optimiste que moi à propos de l'Inde. Moi, je ne le suis pas parce que je pense que l'Inde n'a pas encore pris de décision stratégique. Souviens-toi, l'Inde était en Israël, en train de faire cause commune avec les Israéliens juste avant le début de cette guerre. Ça passe mal. Et l'Inde pose problème quand il s'agit de la Chine et du Pakistan. Je veux dire le Pakistan. Je pense que le Pakistan est l'un des grands acteurs de cette crise. Le leadership dont il a fait preuve, la maturité qu'il a montrée, sa capacité à travailler avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pour créer les conditions d'une solution diplomatique, tout ça est remarquable. S'il y a bien un pays qui mériterait le prix Nobel de la paix, si ce conflit peut être résolu, je pense que la direction pakistanaise mérite collectivement ce prix pour le rôle qu'elle a joué dans la recherche de la paix. C'est incroyable, vraiment, ce qu'ils ont accompli. Une diplomatie exemplaire. Mais vous savez, l'Inde pose problème. L'Inde, c'est un peu l'enfant difficile. C'est un grand pays, puissant, mais qui ne sait pas vraiment quelle place il veut occuper dans le monde. Et tant que l'Inde reste aussi indécise, eh bien, peut-être que cette réunion marquera le début de sa transition vers une attitude plus sérieuse vis-à-vis des BRICS. Mais pour l'instant, l'Inde ne prend pas les BRICS au sérieux. Pas du tout. L'Inde s'intéresse bien plus à la viabilité du G20 et, contre toute attente, espère encore recevoir une invitation au G7, ce qui n'arrivera jamais. L'Inde continue aussi de faire du lobbying pour avoir plus de poids au Conseil de sécurité. Et elle pense avoir besoin du soutien des États-Unis pour y parvenir. En réalité, l'Inde accorde beaucoup trop d'importance à une relation avec les États-Unis qui n'a plus la même pertinence à l'échelle mondiale. Au fond, l'avenir de l'Inde passe par la réparation de ses relations avec la Chine et par la transformation des BRICS en un forum économique international solide et crédible. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Laissez-moi juste afficher vos informations ici. Si vous voulez suivre Scott, rendez-vous sur scottreader.com. Chapitre 5. J'ai mis une éternité à le publier, mais ça y est, il est enfin sorti. Oui, c'est un peu comme un don. Vous pouvez aller sur le site, faire un don et aider Scott, parce qu'il fait un travail formidable. Il fait tout, vous savez, il nous informe tous.
informing all of us. Let me just make a pitch on that because I have a trip coming. Laissez-moi juste dire un mot là-dessus, parce que j'ai un voyage prévu bientôt. Les gens comprendront plus tard pourquoi je ne m'engage pas sur une date précise. Disons les choses comme ça. Les Ukrainiens ont essayé de me tuer 3 fois et je n'ai pas envie de leur donner une 4e occasion. Donc je suis un peu... Disons que je ne suis pas aussi attentif aux détails que je devrais l'être, mais il y a bien un voyage qui se prépare. Ce voyage, en fait, a pour but de remettre complètement à jour ma base de données sur la Russie. J'y suis allé pas mal ces derniers temps, mais surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg, pour des interviews. Ce n'était pas une exploration en profondeur du pays, comme celle que j'avais faite en 2023-2024. Du coup, aujourd'hui, je me base encore sur des perceptions et des analyses qui datent d'il y a plus de 2 ans. En tant qu'analyste, j'ai le devoir et la responsabilité de mettre ces informations à jour. J'ai donc un voyage prévu bientôt, justement pour ça. Mais j'y vais en tant que journaliste indépendant. Je ne suis financé par personne. Personne ne paie mon billet d'avion, ni mes hôtels, ni mes repas. Rien du tout. Quand j'interviewe quelqu'un, je réserve le studio moi-même, je paye le vidéaste, tout. Et ce n'est pas donné. Mais si vous pensez que ce que je fais est important, enfin, vous savez, ma fille vient d'avoir un bébé, j'ai maintenant une petite fille. Et disons que par le passé, ce que je faisais relevait surtout d'un sentiment de responsabilité morale en tant que citoyen du monde. Mais c'était aussi, il faut le dire, par simple curiosité intellectuelle. Autrement dit, je fais ça parce que ça m'intéresse. Ma boussole morale a été réinitialisée. Ça veut dire que ce n'est plus seulement de la curiosité intellectuelle. Le travail que je fais pour essayer de promouvoir la paix et tout le reste, c'est devenu une croisade personnelle. Pas pour moi, je suis vieux, mais pour ma petite fille. Il me reste encore quelques années de viabilité, tant que mes genoux tiennent, que mon cerveau fonctionne et que mon cœur continue de battre. Vous savez, je n'ai pas l'intention de partir doucement dans la nuit. Je vais me battre contre l'extinction de la lumière. C'est une reprise du poème de Dylan Thomas, en quelque sorte. Mais vous voyez, la responsabilité repose maintenant sur nous tous, travailler pour rendre le monde meilleur. Et j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à adhérer à cette idée de fossé entre les générations. Vous savez, je suis un boomer, et les gens aiment bien se moquer de nous, les boomers. Bon, il y a les zoomers, la génération X, la génération Z et tout le reste. Mais avec la naissance de ma petite fille, j'en suis arrivé à une conclusion. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de fossé entre les générations. Nous formons un collectif d'êtres humains, et si on ne travaille pas ensemble, on disparaîtra ensemble. C'est notre destin à tous, si on n'apprend pas à s'en sortir ensemble. Alors, cette idée que les boomers devraient se mettre de côté, désolé, mais moi, je ne vais pas me mettre de côté. Je veux bien suivre si quelqu'un veut prendre la tête. Mais si personne ne le fait, l'ancien marine en moi dit, alors prends les commandes et avance. Et en ce moment, très peu de gens font ce qu'on est en train de faire. Nous devons montrer l'exemple. Alors je vais continuer à faire ce travail, à montrer l'exemple, et j'espère que les gens se diront « Allez, aidons-les ». Et ensuite, ils pourront prendre le relais. Quand mes genoux ne tiendront plus, je leur passerai le témoin. Mais je ne vais pas rester sur la touche. Je ne vais pas m'asseoir et me la couler douce. Même ma femme est de mon côté maintenant. Je veux dire, la naissance de notre petite fille. Parce qu'avant, elle faisait partie de ceux qui disaient « Tu en as assez fait. Tu as déjà causé assez de remue-ménage dans ta vie. Peut-être qu'il est temps de te poser un peu et de profiter d'une retraite tranquille. » Et maintenant, elle comprend l'urgence absolue de ce qu'on fait, de ce que je fais, de ce que tu fais, de ce que tout le monde fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous soutenez ce que je fais,
si vous pensez que mon travail apporte quelque chose, vous pouvez aller sur scottritter.com. Ça vous redirige vers ma page Substack. L'abonnement est gratuit, donc vous pouvez accéder à environ 90% du contenu directement sur les onglets sans rien payer. Ça ne vous coûte rien. L'abonnement payant, lui, c'est ce qui me permet de toucher un salaire. Autrement dit, ça paye l'électricité, les ordinateurs, le toit au-dessus de ma tête, la nourriture dans mon frigo. C'est ça, mon salaire. Les dons, eux, me permettent de voyager. Ils servent uniquement à financer le journalisme indépendant sur le terrain. Et en ce moment, il y a un vrai besoin. Bien sûr, on a toujours besoin d'un revenu, mais il y a encore plus besoin de dons que d'abonnements payants. Parce que j'ai ce voyage qui approche et qu'il y a certaines réalités budgétaires qui se font sentir. Le rouble se renforce et ça complique un peu les choses pour moi. Ça veut dire que ce qui coûtait une certaine somme en dollars coûte maintenant un peu plus. Le prix du carburant d'aviation a rendu les billets d'avion environ un tiers plus chers. Tout devient plus cher, en fait. Alors, je vais faire ce voyage, les choses vont se passer, mais les dons que vous pouvez faire, moi j'appelle ça des améliorateurs de voyage. En gros, plus on a de ressources, plus on a d'opportunités une fois sur place. Alors, si vous voulez apporter votre soutien, allez sur le bouton « Faire un don », cliquez dessus. Mais soutenez aussi Nima, soutenez tout le monde. Oui, mais surtout Nima. Je ne sais pas comment tu fais pour obtenir du soutien, des abonnements, des clics, peu importe. Mais quoi que fasse Nima, faites pareil. Si vous pensez que cette discussion a de la valeur, eh bien ce type est une étoile montante, ou même déjà bien installé. Quand on a parlé pour la première fois, tu venais juste de commencer, non? C'était presque un passe-temps pour toi. Tu te disais, je m'ennuie un peu au Brésil. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais lancer ce petit projet de dialogue. Mais aujourd'hui, tu es devenu une véritable institution. Le monde entier respecte le travail que tu fais. Et ce que tu fais est important, parce que j'adore le titre, Dialogue Works. Ça marche. Le dialogue, ça marche. Mais ça marche pour quoi? Pour la paix. Alors aidez Nima à promouvoir le dialogue. Donnez-lui la chance d'interviewer des gens plus intéressants que moi. Il y a plein de personnes là-dehors en ce moment même. Moi, je reviens parce que c'est un ami. Il m'a demandé, alors on le fait. Mais à un moment donné, je vais devenir sans importance. Ce qui compte, c'est de garder Nima actif pour que d'autres viennent lui parler. Faites venir les grands noms, les meilleurs analystes, et faites en sorte que ce dialogue continue à exister. Mais ça ne peut marcher que si vous le soutenez. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, soutenez tout le monde. On a cité d'autres noms. On parle de Larry Johnson, du juge Napolitano, de Garland Nixon, de Danny Haiphong. Vous savez, tout le monde. C'est vraiment la pointe de la lance quand on parle de journalisme indépendant. Ce sont ces gens-là, comme Glenn Deason, qui rendent possible un vrai dialogue, en dehors du cadre contrôlé des grands médias. Soutenez le journalisme indépendant. C'est grâce à vous que ce genre de discussion pourra continuer, même quand mes genoux ne tiendront plus, ou que mon cerveau commencera à lâcher. Un jour, je finirai peut-être par baver dans un gobelet. Qui sait? Mais bon, ce sera comme ce sera. L'important, c'est qu'on crée des institutions qui survivent aux personnalités. Parce que le journalisme indépendant, sans financement des grandes entreprises, sans contrôle du gouvernement, c'est une institution qu'il faut faire durer dans le temps. Oui, exactement. Oui, merci. Merci beaucoup, Scott. C'est toujours un vrai plaisir. Merci. Et j'espère que la semaine prochaine, je ne serai pas en train de baver dans un gobelet et qu'on pourra avoir une autre conversation. Oui, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.